What's the secret of your success? I was always a pushy motherfucker. Where you going? Nothing better. My name's James Lavelle. I was 18 when I started my way. More laughs, more records, more music. Mowax was one of the ultimate record labels, wasn't it? James was really a pioneer. Music's changed. You don't have to have had 10 years practicing the guitar and playing the piano to be able to make a record. Kids can just get on a sampler. I met DJ Shadow. Shadow is sort of genius. Another day, another batch of samples. I loved him, and he was my brother. You may not have made the sample, you may not have made those drums, but when you put them together, there's some artistry to that. Don't get me wrong, most DJs are fucking retarded. Check it out. I got a little story to tell with DJ Shadow and James Lavelle. It starts right now in history. UNKLE. The advance notices for science fiction have been extraordinary. Epic and defining the 90s will make Lavelle millions. Uncle Star. Am I rich? Do I look rich? God knows your lonely souls. Showing up at a studio and checking in once in a while is not the same as making a beat. It was all my idea. Go away for a minute, go away for a minute. There's a lot of jealousy here. Most of them prefer to see him fall. Drugs, drink, everything. I mean, he's lucky he's alive. You get knocked down and you pick yourself up, and at the end, hopefully you walk away and you win in some way. We're gonna sell millions and millions and take over the world and be the biggest band in the world. Ça fait des années que je suis cet album-là. Des années, on va dire depuis l'année 2012, même s'il est sorti depuis plus longtemps, je suis cet album-là. Je me suis jamais posé, juste avant ces 3 derniers jours-là, qui étaient vraiment les personnes qui étaient derrière un fabuleux album qui est Science Fiction. Science Fiction, déjà, c'est l'idée, la réunion entre 2 personnes, James Lavelle et DJ Shadows. Déjà, j'aimerais d'abord parler même de ce James Lavelle-là. James Lavelle, pour moi, c'est un peu le Quincy Jones ou le P. Diddy un peu de la musique, un peu, si on peut qualifier ça de trip-hop, même si je pense qu'il y a beaucoup plus. Cette musique-là, la musique qu'il a indéfinissable, notamment par le fait qu'il avait créé ce label. Un personnage fascinant qui bénéficie d'un documentaire super intéressant dont je vous ai mis en introduction là, qui s'appelle The Man with Mowax, justement l'homme derrière Mowax. Mowax qui est un label qu'il a fondé à l'âge de 18 ans, très jeune, et lui qui est un très grand passionné de musique a réussi à faire ce label pendant un des labels les plus importants un peu de la scène londonienne, un peu dans les années 90, de la scène underground électronique un peu londonienne des années 90. Et notamment, on voit la sortie de beaucoup d'artistes qui ont été très cultes un peu à cette époque. Je pense à Attica Blues. Je pense à un groupe un peu comme, je dis même pas un groupe, le rappeur Cool Kid, Dr. Octagon et tout, qui ont sorti des projets là. California, Earth people, I was born on Jupiter. Earth people, New York and California. Earth people, I was born on Jupiter. DJ japonais, DJ Crush, je peux penser encore à qui, et notamment, il a été aussi celui qui a permis à ce que DJ Shadows sorte son premier album et ce fabuleux chef-d'œuvre qui est Introducing. C'est dans ce label-là que justement DJ Shadows a sorti son label Introducing. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Introducing de DJ Shadows, je vais vous le
remettre en description. Je l'avais fait au tout début de la chaîne, mais je pense encore que je vais le refaire là. Maintenant, quand je connais très mieux l'histoire et tout derrière un peu le personnage de DJ Shadows et qu'il avait vraiment découvert, c'était vraiment ce James Lavelle là. C'est ce que vous voyez à l'écran là. Et c'était vraiment un personnage excentrique, très culotté, qui à très jeune âge a réussi vraiment à avoir un très trop gros succès, on va dire un peu en indépendant, jusqu'avant la signature avec une major que j'ai oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelait, c'était AM, avant qu'il soit fusionné à Universal Music Group. Je sais plus comment s'appelait le label avant, qui était le label de distribution qu'il a eu. Beaucoup de succès. Et il avait d'abord commencé la construction de cet album Science Fiction avec un de ses premiers collaborateurs avec qui il avait fondé le label qui s'appelait Team. J'ai oublié le nom encore, vous allez voir apparaître. Vous allez le voir apparaître sur votre écran. Avec qui il avait fondé le label. Il y a eu des frictions un peu très grandes par rapport à la composition de cet album. Et justement, il a continué avec DJ Shadows. On va dire un peu que dans le fonctionnement un peu du duo, en fait, DJ Shadows était un peu celui qui se fait vraiment c'était la musique par rapport à DJ Shadows qui a fait dans la conception de l'album, dans la conception un peu du projet, dans la conception, tout vient de l'idée de James Lavelle, même dans la conception, même aussi de, excusez-moi, la cover et tout ce qui est c'est vraiment James Lavelle derrière, parce que c'est vraiment un visionnaire. C'est pour ça que je l'appelle un peu le Quincy Jones, c'est le PDG de la trip-hop, parce que c'est quelqu'un qui est un grand visionnaire et qui a toujours voulu casser les conventions et c'est quelqu'un qui a eu énormément de succès à cette période-là avec son label là qui générait beaucoup de revenus, et justement la sphère mainstream a commencé à le prendre. Il commençait à traîner avec les Kid Moss, c'est dans le documentaire qu'on raconte ça, et c'est même puis ça a traîné avec les Kid Moss, tous les stars et tout. Déjà dans Science Fiction, il voulait faire quelque chose qui était très différent de l'album de DJ Shadow Introducing, qui était un album qui était beaucoup plus hip-hop expérimental et tout. Il avait conçu un peu cet album un peu comme un film de science-fiction, très inspiré par 3 films un peu 2000 ans, Odyssée de l'espace, Blade Runner, et le 3e film, si je me trompe pas, c'était Star Wars, un peu, qui voulait ressembler à un film de science-fiction. Et dans sa composition, elle n'était pas forcément trip-hop ou quelque chose. Il voulait une composition qui était beaucoup plus rock, progressif rock, qui mixe avec un peu des éléments de néo-soul, avec des éléments un peu de dub et de soul. Lui qui est très fan absolu, qui est un fan absolu d'un de ses héros d'enfance, forcément, tu vois l'influence de Massive Attack et de Rebel Del Nadia, 3D et tout, parce que son label a un peu s'est inspiré un peu du mouvement de la, comment on appelle ça, de la White Bunch, un peu de Bristol. C'est un peu, je peux clairement voir un peu l'influence. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Blue Lines, je l'ai fait il y a de cela quelques mois et tout. Je mettrai aussi le lien en description là-dedans. Et là, avec DJ Shadows, c'est ça qui m'a épaté. Lui, il avait eu le culot d'avoir des invités XXL dans cet album-là. Rien que pour le truc entre Kool G Rap, Richard Ashcroft de The Verve, Tom York de Radiohead, dont vous écoutez la chanson qui est une de mes chansons préférées, là, j'ai oublié, Radio Bubblehead, je sais pas. Jason Newsted je crois que c'est le gars de Metallica, le bassiste de Metallica, Mark Hollis de Talk qui fait de piano un peu dans quelques sons. Il y avait littéralement tout de reliant XXL et tout. Et aussi, à cette époque, l'album bénéficiait d'une promo absolue. D'où, parce que le succès de Introducing avait été tellement une succès surprise hors norme qui avait rasé un peu les médias et tout. Il y avait une promo de dingue qui avait été faite sur cet album de dingue. Vous pouvez même voir les trucs qui passaient à Channel 4, un peu la chaîne un peu nationale, un peu anglaise, des promos qui étaient partout. Donc c'était un album qui était attendu comme tout jamais. C'était un album qui était attendu comme tout jamais. Et ma foi, pour moi qui l'écoute depuis plus de 10 ans, je me rends compte à quel point c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais à cette époque-là, malheureusement, l'album n'avait pas été bien accueilli. L'album n'avait pas été bien accueilli par rapport à celle un peu de DJ Shadow Introduction. L'album avait été très très mal accueilli.
L'album avait reçu énormément de mauvaises critiques, énormément de bashing un peu par les médias. Je pense un peu parce que je pense que le personnage de James Lavelle un peu agacé un peu parce que on sentait un peu un président de label un peu excentrique, le truc, et de voir un jeune un peu de 23 ans, 24 ans, parce qu'il avait entre quel âge, 22 ans, 23 ans, quand il commençait déjà à avoir ce gros succès. C'est quelqu'un qui a commencé jeune, c'est quelqu'un qui a fondé son label à 18 ans. Je pense un peu qu'il y avait un agacement un peu sur le personnage, et c'est vrai que le personnage aussi prenait un peu du poids médiatiquement dans son label par rapport à ses artistes, même comme on peut l'affirmer un peu le documentaire qui montre ça, parce que ces artistes se plaignaient un peu, qui mettaient beaucoup plus en avant la musique qu'il fait que ses propres artistes, qui voulaient devenir plus une rockstar comme président de label. Donc il y avait un peu cette frustration un peu sur le personnage, un peu qui a généré un peu peut-être cette critique que je trouve très injuste par rapport à ce chef-d'œuvre qu'il est. Et voilà là où l'album c'est complètement truc. Et aussi les distensions qu'on a pu voir après avec DJ Shadows qui voulait faire un peu son truc de côté par rapport à James Lavelle et tout. Et il y a eu des problèmes un peu sur les crédits parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est DJ Shadows qui a beaucoup participé à la production de cet album, et l'autre était beaucoup plus dans l'editing, la vision du marketing. Mais moi j'aimerais faire même un peu une petite parenthèse avec ce genre de réflexion là et tout. Pour moi, quand tu es musicien ou même un artiste, DJ, producteur et tout ça, il ne faut pas négliger un peu la puissance des gars qui ont une direction artistique. Les James Lavelle, comme je le compare, je le compare à des Quincy Jones et je le compare à des Puff Daddy. Pourquoi je le compare à ces gars-là? Parce qu'ils me rappellent un peu, même quand j'ai vu le documentaire, qui est un super documentaire, je vous conseille de le regarder. J'essaierai de vous mettre un peu le lien un peu en description si je peux le faire. Et il y a chez ces hommes-là des hommes de vision. Des hommes qui ont une vision pour la musique qu'ils veulent faire. C'est vrai que peut-être ils n'ont pas le skills pour pouvoir parfois l'exécuter et qu'ils prennent quelqu'un pour l'exécuter. Mais parfois, c'est des gars que sans ces hommes-là, c'est eux qui cassent les barrières. Parce que sans James Lavelle, DJ Shadows n'a pas de carrière. S'il a pu faire un truc comme Introducing, c'est parce qu'il y avait James Lavelle derrière. Lui, Introducing, c'était sa vision de base et tout. Mais c'est James Lavelle qui a supporté sa vision quand les autres ne le supportaient pas. Il disait, non, ça ne va jamais marcher. C'est lui qui a dit, non, on va casser la baraque avec ça. On va casser les barrières avec ça. Idem aussi, quand on pense aussi à Science Fiction, qui est complètement la vision A à Z de James Lavelle. Lui, il n'a pas participé au et tout, mais c'est lui qui est parti chercher les artistes dont je vous ai cité, les Richard Ashcroft, de The Verve, Mike D de Beastie Boys. C'est lui qui est parti c'est lui qui a pensé à la conception un peu de cette affiche là que vous voyez là, qu'on va les faire comme deux aliens et trucs. C'est lui qui a eu le titre c'est lui qui a pensé de A à Z cet album là. Et même les idées, les trucs et tout. Oui, dans le domaine technique, DJ Shadows et autres et tout, mais il a continué beaucoup plus l'idée de James Lavelle, parce que le projet Uncle, c'est vraiment l'idée de James Lavelle. C'est comme Quincy Jones, je vous ai fait sur Back on the Block. Quincy Jones, la plupart des albums de Quincy Jones ne composait pas, c'était des gens qui composaient pour lui dans sa vision comme un chef d'orchestre. Je vous ai fait cette référence-là sur Quincy Jones et je l'ai parlé, j'en parle tout le temps dans mes vidéos de P. Diddy, dans sa vision qu'il avait un peu sur No Way Out et comment il arrivait à diriger les gens. Parfois, un mec qui a comme ça, il est important. Parce que il n'est pas forcément concentré, il est concentré sur la vision globale d'un truc. Par exemple, je vais vous faire une confidence pour l'album Night Clubbing. J'ai coproduit avec mon ami, c'est-à-dire qu'il y a des productions que j'ai fait, une partie des productions que j'ai fait seul, une autre partie des productions qui a été faite avec mon ami, c'est-à-dire Yann, qui a fait la composition musicale parce qu'il est meilleur musicien que moi. Moi, je sais seulement jouer du pad et des trucs et avoir des idées de samples un peu comme les 3D et tout. Je suis pas super musicien. Mais la combinaison et tout la vision de l'album, c'était moi. De A à Z. La vision, comment on doit sonner, qu'est-ce qu'on doit prendre comme référence, qu'est-ce qu'on doit prendre de trucs, c'était moi de A à Z. Et tout.
Après, c'est vrai qu'en termes de musicianship, je n'ai pas le musicianship que mon ami a et tout. Le mixing, le mastering, il a fait. Mais il y a des compositions de la deuxième partie de l'album, c'est moi qui l'avais fait complètement. Et il y a des compositions qu'on a fait à deux. Et après, il y a des compositions qu'il a fait tout seul. Il y a des compositions qu'il a fait tout seul. Un peu sur ma direction, mais qu'il a fait tout seul. Donc c'est comme ça, souvent, il faut pas négliger les hommes qui ont une vision forte sur un projet, qui ont une vision du visuel, de la manière dont ça doit sonner, dont la doit sonner, parce que souvent on a besoin de ce genre de personnes-là. Désolé, je vous parle souvent même de Rico Wade, comme ça, dans Organized Noise. La vision qu'il avait, par exemple, quand il faisait le son de En Vogue, là. C'est lui qui avait eu la vision de base de mettre que non, dans le beat là, on devait mettre En Vogue. Je vous ai déjà parlé de ça dans mon sujet de truc. Donc c'est un peu la même chose, un peu que je veux raconter, un peu sur Science Fiction, un peu de Uncle, de James Lavelle. C'est un peu le même genre de personnage, un peu. C'est un peu le même genre de personnage. Je suis très fasciné par des personnages comme ça. Et quand, après l'échec un peu de cet album-là, qui a marqué un peu la fin un peu de pas la fin, mais la fin un peu de l'histoire dorée un peu du label Mowax, même s'il a continué un peu après avec d'autres projets, avec d'autres artistes un peu. Ces projets-là, je les ai jamais vraiment suivis parce que je suis plus science fiction. Ça a marqué un peu la fin du truc, justement aussi le départ de leur label qui a commencé à fusionner avec Polygram et qui a fait que le label était un peu en dents de scie et qui a fait que les artistes qui étaient signés sur Mowax sont partis sur Polygram. C'est un peu tout ce bordel là qui s'est fait, mais globalement c'est un album là était vraiment en avance sur son temps. Quand je vois maintenant les collaborations entre groupes, producteurs et producteurs électroniques et comment on appelle un peu ça, et musiciens un peu d'un autre genre et tout, je vois comment cet album là est un peu l'un des pionniers du genre, un peu par rapport à ça. J'ai adoré tellement de sons dans cet album. Lonely Soul avec Richard Crawford, un de mes sons aussi, Rabin Your Light, que vous entendez là avec Tom York, qui est magnifique, avec le fabuleux clip aussi, qui avait été interdit même d'ailleurs à MTV à l'époque, avec Denis Lavant qui est un incroyable acteur, que je vous parlerai de Denis Lavant un jour, si j'ai le temps, un peu dans les films de Léo Scarax, j'essaierai de vous passer. C'est mon acteur français préféré de tous les temps, le mec là. Je vous parlerai de ce gars là un peu un jour quand je trouverai le meilleur moment de parler des films de Léo Scarax. Et magnifique, quel est encore Nursery Rhymes, Bloodstain avec Alice Temple, énormément de morceaux iconiques dans cet album là, qui, quand on risque de me répéter, était trop en avance sur son temps, et qui aurait mérité meilleur sort et tout. Et c'est quand même beau de voir dans le documentaire qu'ils rendent hommage un peu à cet homme de vision qui était James Lavelle et tout. Donc franchement, si vous n'avez jamais suivi cet album là, n'hésitez pas à vous le procurer, n'hésitez pas à l'écouter dans même YouTube, c'est disponible là-bas. Et regardez aussi le documentaire sur The Man from Mowax. Il y a vraiment un documentaire fantastique sur un personnage de vision qui me marque comme ça, parce que c'est des personnages comme ça qui me poussent même à faire tout ce que je fais là et tout, parce que leur histoire est iconique. Et quand tu te rends compte qu'il a réussi ça alors qu'il avait entre 16 et 24 ans quand il faisait ça, c'est magnifique. Sa voix est très inspirante. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.